Paris, capitale de l'exil, est depuis les années 1830 la plaque tournante des idées révolutionnaires et progressistes en Europe. Marx et Engels s'y rencontrent en 1843 et de nombreux exilés politiques y trouvent refuge depuis les États allemands, polonais ou italiens. Partout en Europe gronde l'aspiration à une souveraineté populaire. La Vienne que nous allons chercher n'est pas celle des calèches à touristes, ni même celle que l'on trouve au Hofburg dans les appartements impériaux. En 1848, l'empereur Ferdinand Ier de la dynastie des Habsbourg n'est pas celui qui dirige réellement l'Empire. C'est le chancelier, le prince de Metternich, qui détient la réalité du pouvoir et mène la politique impériale d'une main de fer. Depuis 1815, au lendemain de la chute de l'Empire napoléonien, l'Europe est soumise à ce que l'on appelle l'ordre de Vienne, qui avait rétabli des monarchies autoritaires sur tout le continent, avec une constellation d'États italiens au sud, d'États germaniques au nord et au centre, l'énorme empire austro-hongrois qui regroupe une multitude de peuples avec une grande variété de langues et de cultures. À quelques dizaines de mètres du palais impérial se trouve la Diète, qui rassemble des représentants de différents territoires de l'Empire. C'est dans la cour de ce bâtiment que le 13 mars 1848 est lu publiquement le discours enflammé d'un nationaliste hongrois, Lajos Kossuth, qui exige un gouvernement parlementaire en Hongrie. Mais dès le 13 mars, la révolution va se propager au-delà de Vienne et inspirer d'autres villes. Le 17 mars, elle est à Venise, le 18 à Milan et à Berlin, puis à Leipzig, le 23 à Holstein, le 24 à Parme et Modène, le 27 à Budapest, le 31 à Francfort. En avril, elle arrive à Munich, à Prague, Zagreb, va jusqu'à Karlovic et Blaj en mai 1848. Turin, Florence et Rome s'étaient déjà soulevés, prenant exemple sur Paris. Entre février et mai 1848, l'Europe entière entre en révolution. Mais les insurrections européennes ne tendent pas toutes dans la même direction. Au nord et au sud, les mouvements poussent à l'unification des peuples allemands et italiens. À l'inverse, l'empire austro-hongrois est menacé d'implosion par les revendications d'indépendance de ses provinces aux langues et aux cultures différentes. Hongrois, Tchèques, Croates ou Slovènes réclament leur autonomie sans pour autant réussir à s'accorder sur les contours géographiques de leur peuple. À l'ombre des grandes déclarations d'universalisme, le printemps des peuples en Europe marque aussi l'éveil des nationalismes. Dans l'une des 4 gravures de la série intitulée « La République universelle, démocratique et sociale », la France accueille le cortège des nations européennes autour d'une Marianne et sous la bénédiction d'un ciel bien chrétien. Ce que l'image donne à voir, c'est la représentation d'un peuple à la fois universaliste et national. Bien souvent, dans les images du printemps des peuples, seules les couleurs du drapeau nous permettent de savoir si nous sommes à Berlin, à Milan, à Prague ou à Paris. D'un pays à l'autre, les gestes et les symboles se reprennent. Le mot barricade est ancien et viendrait des barriques que l'on entasse avec des pavés, des meubles et tout ce que l'on a sous la main de morceaux de ville pour freiner la progression des troupes et les assaillir de différents projectiles. C'est une forme d'expression politique qui remonte à la fin du XVIe siècle, mais 1848 est l'apogée de la barricade. On en construit 200 à Vienne, 1500 à Paris, 2000 à Milan. On est d'un côté ou de l'autre de la barricade. C'est au fond l'objet du combat par excellence. Pas simplement du combat de rue, mais du combat politique. Ça sépare. C'est au fond une machine à faire advenir le peuple.